Donc je voudrais savoir si parfois vous vous sentez divisé et il y a une part de vous qui a envie de dire, et des fois qui dit, mais merde, tu me fais chier, espèce de gros con ou espèce de grosse conne de sale môme à la con, et que des fois, vous vous dites, mais t'es malade, mais pourquoi t'as dit ça? Tu sais très bien qu'un enfant, on lui parle pas comme ça, et puis c'est ton chéri, ta femme, mais pourquoi t'as pété un câble? Et puis après, tu as une part un peu spirituelle qui dit, mais avec tous les stages de développement personnel que tu as fait, quand est-ce que tu vas t'en sortir? Et du coup, tu te dis, bon, pour remonter le moral, je vais me manger un peu de chocolat. Et puis là, tu as ta part qui aimerait bien que tu rentres dans ton maillot de bain cet été pour pouvoir séduire l'homme ou la femme de ta vie, qui te dit, mais pas le chocolat, ne finis pas la plaque. Et tu la finis quand même. Et là, tu as de nouveau la part spirituelle qui fait t'es vraiment une grosse merde. Est-ce que ça vous arrive ou c'est que moi, ce genre de choses? Donc, est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec le mot égo? Et qui me diraient, ouais, en fait, notre problème, c'est l'ego. Il y en a qui ont cette expression. Bah, c'est ça, on n'est pas d'égo, elle dit la dame. On est des visigoths. Et ben c'est ça qui a révolutionné, c'est ça que je trouve révolutionnaire dans l'approche de l'Internal Family System, c'est que le mot ego, en grec, ça veut dire moi. Donc on vient de le voir, il y a plein de parts de nous qui ne sont pas du tout d'accord, et on appelle ça moi. Et ce qui est dingue, c'est qu'on va croire que c'est le problème. Mon problème, c'est mon ego. Donc pour faire une métaphore, c'est un petit peu comme si vous aviez une famille à l'intérieur de vous. Donc moi, j'aurais la famille Natier, avec des cousins, des trucs, et qui ne sont pas d'accord, hein, on l'a vu, mangeurs de chocolat, moi il y avait fumeurs de pétards, et puis développement personnel, certains appellent ça l'ego spirituel, et qu'à chaque fois que tu fais un travers, pof, t'as la part juge qui arrive avec sa petite casquette de policier qui fait de toi. Tu vas te punir, il faudrait que tu expies en faisant 300 Jésus-Marie, enfin, je vous salue Marie, et que tout ce bordel à l'intérieur de moi, cette famille, on dirait Natier, toi, tu. Et puis à chaque fois tu fais lequel? Et très souvent on va se juger nous dans notre globalité, dans notre entité, alors qu'en fait c'est une part de nous qui nous amène à avoir crié ou à nous être soumis. Alors des fois tu te dis, oh, je suis vraiment une merde parce que tu t'es soumis. Des fois tu te dis, je suis vraiment une merde parce que tu t'es mis en colère et que tu as marqué ton territoire un peu trop brutalement. Et dans les 3/4 du temps, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce qu'on fait, c'est qu'on se juge. Je ne sais pas pour vous, je dis on là. Moi, je me juge en fait. Je ne sais pas si ça vous parle, mais qu'il y a le petit gendarme qui revient à chaque fois et qui vient et qui fait pas bien, quelle que soit la stratégie, et le petit gendarme qui fait pas bien, quoi. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que toutes ces parts, elles protègent des besoins fondamentaux. Donc, par exemple, derrière chocolat et pétard, ça touche quel besoin? Plaisir. Il y a plaisir. Réconfort. On pourrait satisfaction. Douceur. L'essentiel du besoin que ça compte, c'est douceur. En fait, le plaisir va amener de la douceur. Et quand on va manquer de l'amour de maman ou de papa, c'est très souvent que quand papa divorce et se barre comme un voleur, la petite fille, le petit garçon, bizarrement, se rabat sur les gâteaux, les bonbons, et va développer une part boulémique pour essayer d'amener la douceur et d'amener de l'apaisement, en fait, et d'essayer de combler ce vide. Si on prend la part gendarme qui vient et qui te dit « c'est mal ce que tu as fait » et qui vient te juger, c'est quoi ce qu'elle défend, cette part? Quel besoin elle veut toucher? Quel besoin elle protège? Besoin d'équilibre et d'intégrité. Il faut qu'on se sente un peu juste. Besoin d'inclusion. Parce que vous savez, c'est comme si vous mettiez un père fouettard intérieur, parce que vous savez qu'on va vous fouetter à l'extérieur. Donc vous dites, non, c'est bon, je le fais. Je suis une merde. Je sais pas, ça vous parle ou pas du tout? C'est comme si on anticipait en fait les critiques des autres, donc on s'auto-flagelle, comme ça on se dit comme ça, t'auras pas à le faire, je contrôle le truc. Donc ça c'est un besoin en fait, ça peut être à la fois d'intégrité, de sécurité affective, de ne pas se prendre le coup de l'extérieur, on se le met nous-mêmes. Et donc derrière, la façon dont on va avoir de se soumettre, et de subir le truc, puis de rien dire, et de prendre sur nous. C'est quel besoin que ça comble? Besoin d'amour, ouais.
tranquillité, reconnaissance. Voilà, on tape dans le mille. D'avoir la paix. La paix. La paix. La paix, à quel prix? Ouais, bonne question. Et donc, c'est de combler un besoin de relation et d'interaction. On est des animaux sociaux. Donc, on se soumet simplement parce que tout seul, on n'y arriverait pas. Donc, du coup, on préfère être mal accompagné que seul. Et vu qu'on veut la paix, bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, ma mère, en fait, quand elle était profondément pas d'accord avec quelque chose, elle faisait Et ça, dans l'engagement verbal, tu vois tout de suite la fermeture, ouais. Et puis le langage, il fait oui quand même. Et ça pouvait vouloir dire, dans un langage un peu plus cru, tu peux toujours t'asseoir là-dessus. Et tu peux toujours attendre, je m'en fous. Et je voyais mon père qui râlait, qui était là, qui disait ouais, t'en as marre, tant que, blablabla, tant que les enfants, blablabla. Et ma mère faisait Et ça voulait dire, mais tu pisses dans un violon en fait. On va pas aller mettre quand même la méthode. Et si jamais elle avait dit je suis pas d'accord avec toi, je suis pas d'accord avec toi, et d'ailleurs tu me gonfles quand tu parles sur ce ton, donc là c'est plutôt la part affirmative, contrôlante qui lâche. Elle défend quoi comme besoin elle? La reconnaissance. Il y aura un peu de reconnaissance, un peu de tranquillité, mais quand ma mère, le truc qu'elle n'aurait pas dit, elle aurait dit à mon père mais c'est pas juste que la façon dont tu leur parles là, et puis moi ça me va pas comment tu fais les choses. C'est un besoin de quoi? D'affirmation, c'est ça, peut-être de justice, d'équité. Et donc on se rend compte en fait que c'est un petit peu comme si on avait tout le panel de nos besoins, on a des parts qui essayent de protéger ses besoins, et c'est à qui aura tiré la couverture de son côté. Et que tu auras toujours le petit juge au milieu, qu'en fonction de la couverture où elle est partie d'un côté ou de l'autre, qui va sortir son petit bâton pour venir foutre le coup sur celui qui a gagné. Tu vois si ça vous parle? Bon, bah moi, c'est un peu l'histoire de ma vie, en fait, d'être dans ce qu'on appelle un conflit intérieur. Donc, grosso modo, dans l'essence de nos comportements, de notre personnalité, il y a 12 blessures. J'en ai énoncé certaines. Donc, il y a le viol, l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation, l'incompréhension. Il y a beaucoup de blessures qui viennent de « je ne me suis pas senti compris ». Et je parlais tellement, je disais à maman, mais maman, elle me regardait, elle me disait mais tu nous saoules. Et du coup, qu'est-ce que je faisais? Je faisais un caprice. Et là, elle me disait, là, une torgnole, t'arrêtes tes caprices. Et à un moment, tu fais, bon, laisse tomber, elle comprendra pas. Ça sert à rien que je m'exprime, de toute manière, j'ai pas les mots, et puis en plus, elle cherche pas à me les apprendre. Donc du coup, ça crée une espèce de part démissionnaire qui fait que soit je crois plus en la relation, si je suis dans la fuite. Donc, on va le voir après, il y a différentes stratégies pour nos parts gardiennes. Donc si je suis dans la fuite, en fait, ça fait que j'essaie pas de me faire comprendre, ça sert à rien, donc autant que je m'éloigne. Si je suis dans le contrôle, je vais faire quoi? Je vais faire, tu fermes ta gueule et tu m'écoutes. Et tu vas faire ce que je dis. Tu veux pas comprendre? Je vais t'apprendre à comprendre. Et donc ça, c'est des blessures d'incompréhension. Et les 3/4 du temps, on va développer soit des parts soumises, soit des parts démissionnaires, soit des parts très contrôlantes, parce qu'on a eu cette blessure d'avoir l'impression de pisser dans un violon quand on s'exprime. Je ne sais pas si ça vous parle, enfin si dans votre expérience ça vous... donc on va aussi avoir des blessures qui sont liées à l'emprisonnement et qui vont nous donner différents comportements. Donc en fonction de si on a pu réussir à sortir de cet emprisonnement, on va avoir des comportements plutôt claustrophobes. On va ne pas supporter les espaces clos, ne pas supporter les idées closes. On aime bien les grands espaces, la vision, les concepts très très larges, sans limite, la non-dualité, les trucs où tu sens bien qu'il n'y a pas de fin, quoi. Et à l'inverse, quand tu as supporté, tu t'es habitué à ton placard, en gros, tu vas adorer les milieux clos, les milieux très restreints, où tu contrôles tout, où toutes les choses sont bien à leur place, et avec des concepts très restrictifs, vous voyez, les religions, avec un cadre où on te dit, par là-bas, là, tu n'y vas pas. Ne réfléchis pas plus loin que la limite qu'on t'a donnée, quoi. Et ça, on va se mettre à adorer ça. Et donc, ça va créer une aversion chez l'autre. Enfin, il y en a un qui va avoir une aversion pour les religions et les milieux clos, et l'autre qui va avoir une aversion pour la non-dualité et pour les grands espaces. Et, donc, ça va faire la majorité des agoraphobes, en fait, on a un truc qui sont de l'ordre des blessures du rejet et des blessures de l'enfermement. Ensuite, on va avoir les blessures de croissance, j'en ai parlé tout à l'heure, les blessures de deuil,
les blessures existentielles, alors ça c'est avec Isa Padovani que j'avais appris ça en fait, que c'est ce qu'on pourrait appeler des blessures d'incarnation. C'est que c'est un petit peu comme si en tant qu'âme, on venait dans une partie de jeu de rôle race humaine, un peu comme si on rentrait dans une série télé, quoi, où on prenait un rôle et on allait vivre tout un tas d'expériences, et qu'en cours de route, on se rappelle plus en fait qu'on est venu jouer, et qu'on se dit mais c'est quoi ce jeu de merde, et ça mène où, et qu'en fait on perd. Et très souvent, en fait, les blessures de soumission nous amènent, enfin les comportements soumis nous amènent à ça, c'est qu'on marche dans notre vie, on avance dans notre vie, jusqu'au moment où on se dit mais pourquoi j'avance là ? Ça fait tellement d'années que je ne me suis pas posé la question, mais qu'est-ce que j'aurais envie ? Vu que je suis plutôt quelqu'un de soumis, j'ai passé ma vie à essayer de plaire aux autres et à faire ce que les autres attendent de moi. Donc à un moment, j'arrive à la limite, ce qu'on appelle le burn-out. Et le burn-out, en fait, c'est quand ton bateau, il avance vers le Canada, que c'est un voilier, et qu'il faut tendre la grand voile, et puis écoper, et puis tenir la barre, et puis regarder avec la longue vue, et que toi, tu te dis, mais pourquoi on va au Canada ? Et pourquoi on a choisi un voilier ? Et pourquoi je fais ça, là, avec les copes ? Et du coup, tu ne veux plus te lever le matin, parce que tu te dis, mais ça n'a pas de sens. Tu n'as plus la motivation, tu n'as plus aucun élan, en fait. Un peu comme si une plante, elle disait, mais pourquoi j'ai à grandir, quoi ? C'est quoi le jeu ? C'est quoi la finalité, quoi ? Et que très souvent, c'est d'arriver à retrouver, enfin, en tout cas, la guérison de cette blessure, c'est d'arriver à retrouver le sens, en fait, et l'essence de qu'est-ce qui nous donnerait le smile, qu'est-ce qui nous donnerait le sourire et l'élan de vie, en fait. Et ça, quand on est un peu fané comme une fleur, quand tu dis, mais qu'est-ce qui te donnerait les beaux pétales ? Elle va te dire, j'en sais rien du tout. Et c'est normal, on est paumé, en fait. Et donc, du coup, quand tu plantes quelqu'un, quand tu fais n'importe quelle crasse, tu fais baisser son estime de lui, tu baisses ton estime de toi. À chaque fois que tu reconnais les faits, que tu présentes des excuses, que tu proposes réparation, tu remontes ton estime de toi. Et ça, c'est un exercice hyper puissant que j'avais appris avec la communication transformative, que j'ai pas du tout trouvé dans l'Internal Family System, que j'ai pas trouvé du tout dans la méthode de Lise Bourbeau ou dans d'autres approches. Et je trouve que, voilà, en tout cas, si vous pratiquez ça dans votre vie, vous allez retrouver ce qu'on appelle l'innocence. Parce qu'un enfant, il est innocent. La définition de l'innocence dans le dictionnaire, c'est absence de culpabilité. Donc tu pourrais dire, ouais, absence de culpabilité, ça veut dire en gros, tu arrives en retard, tu t'en fous. Non, ça veut dire que tu es arrivé en retard, tu reconnais que tu es arrivé en retard, tu es désolé, tu as cassé le vase, elle est où la colle, je peux le recoller, je peux te racheter un vase qui est peut-être un mieux. Et à partir du moment où l'autre, tu l'as planté, tu arrives avec une demi-heure de retard, tu fais « je suis désolé, j'ai pas d'excuses, j'aurais dû prévoir, je t'ai planté, je viens de te faire perdre une demi-heure, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ?» L'autre, il va te faire « oh, non, c'est bon, enfin déjà que tu reconnais, c'est cool. » quoi. Et toi, tu fais « bon, okay, je t'offre un resto ?» Là, tu fais « bah écoute, ouais, c'est pas de refus. » Et quand il te dit « ouais, ce serait cool que tu arrives plus souvent en retard », là, tu sais que c'est guéri, que tu n'as absolument pas entamé la relation, que tu l'améliores. Et tu sens que le ciment entre nous est plus fort. Bon, faut pas abuser de ça non plus trop de fois, tu vois. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, je sens que dans votre rire collectif, il y a quelque chose de soulageant de l'entendre, en fait. Parce qu'en fait, on est des êtres maladroits. On est nés sur Terre pour apprendre à marcher en se cassant la gueule. Et il y a un petit inquisiteur à l'intérieur de nous, le petit chef, qui fait « tu t'es cassé la gueule ». Si un môme se jugeait comme on se juge à chaque fois qu'il se casse la gueule quand il est petit, il marcherait jamais, hein, il resterait à quatre pattes. Donc, on va passer à la slide d'après, parce que je ne sais pas quelle heure il est, et je ne sais même pas combien de temps j'ai, c'est 1 heure, je crois. Il est 48, 14 heures, ouais. Donc, il me reste un quart d'heure, quoi, grosso modo. Merde. Là, il y a ma part de moi, organisatrice, qui fait « Franck, arrête des digressions. » Donc, les différents comportements qu'on va retrouver, c'est bête, je ne les ai pas mis dans l'ordre, mais dans la nature, en fait, la première des choses que fait un petit chat, si tu l'embêtes, c'est il te griffe, il mord. La deuxième chose, c'est il fuit. Et la troisième, c'est il se soumet, si vraiment il n'a pas le choix, quoi. Et donc, nous, nos parts gardiennes, elles vont toutes avoir ce comportement. Soit c'est des parts soumises, soit c'est des parts contrôlantes, soit c'est des parts fuyantes. Et des fois, on va être un tyran au boulot, et puis un chaton à la maison, face à madame, ou l'inverse, face à monsieur. Et vice-versa, des fois, on est un tyran à la maison, et alors qu'au boulot, on est complètement soumis. Donc moi, mon frère, c'était un tyran avec moi, j'étais son souffre-douleur. Et quand je suis arrivé au collège, je me suis rendu compte que mon souffre-douleur était le souffre-douleur de toute sa classe. Ah, ça fait bizarre, en fait, quand on se rend compte qu'en fait, ces rôles,
on les joue et c'est pas une polarité, on les a en fonction des interactions qu'on a avec les autres, quoi. Donc là, cette slide, elle aborde en fait la notion dont les parts se renvoient les unes les autres. Donc au milieu, j'ai mes parts blessées, exilées. Je vais avoir une part qui fait que je me sens coupable de ne pas être parfait. Quand je me sens coupable, je vais me ruer sur le chocolat, les hamburgers, la boulimie, la toxicomanie, le machin, qui fait que je grossis, je prends du poids, donc je me sens moche. Donc du coup, vu que je me sens moche, c'est qui dit t'es moche? Bah, c'est la juge qui dit tu devrais pas, enfin tu vois, tu devrais rentrer dans ton maillot de bain, tu es pas comme les autres. Donc du coup, bah, tu te sens coupable, donc du coup, un petit carré de chocolat. Et ça fait un cercle vicieux, quoi. Donc c'est très très souvent en fait que nos parts se renvoient les unes vers les autres dans un cercle vicieux, au lieu de, on va dire, d'aller vers la guérison des blessures et vers un cercle vertueux. Et donc ce cercle vertueux, il commence par le fait de ramener la conscience en soi et de plus s'identifier à nos parts. Vous voyez, quand on a vécu des blessures comme moi, vu que j'étais le souffre-douleur de mon frangin, j'ai fait plein de sports de combat. Quand je suis arrivé au collège, je me battais avec les plus grands. Et du coup, les grands, ils me faisaient pas chier, ils disaient « Ah, le petit Natier, c'est un ouf, quoi. Faut pas le chauffer. » Et du coup, je m'identifiais à cette part. Et qui faisait que je me bagarrais tout le temps. Pourquoi? Parce que j'ai identifié à moi, on me fait pas chier. Parce que si tu viens, que tu m'humilies, que tu te moques de moi, et ben, du coup, tu vas prendre cher. Et j'avais des copains qui, eux, étaient plutôt gentils, soumis. Tu sais, tu venais leur taxer leur clope et ils donnaient le paquet, tu vois. Et eux, ils s'identifiaient, ils disaient « Non, mais moi, j'ai toujours été pour la non-violence. » Non, t'es peureux, en fait. C'est pas pareil. Gandhi, il était non-violent, mais il n'avait pas peur de se faire taper dessus. Toi, tu donnes tes clopes parce que t'as peur de te faire taper dessus. C'est pas parce que t'es non-violent. Et en fait, la première des choses qu'il faut avoir, c'est de la douceur. Toutes nos stratégies de survie, elles sont là que pour notre bien-être. Elles essayent maladroitement. Donc c'est comme quand tu te juges et que tu dis « Non, c'est mon ego, j'arrive à dissoudre mon ego. » Bah, t'es pas sorti de l'auberge. Parce que déjà, tu pourras jamais le dissoudre, et qu'en plus, c'est plein de trucs. Donc tu essayes de dissoudre un truc, sachant que tu ne pourras pas le dissoudre et que c'est plein de trucs différents. Et que là où il faudrait un médiateur bienveillant, qui ne vient pas dire dans la famille « c'est toi qui as tort, non c'est lui qui a raison, non c'est toi qui as tort », ça c'est un juge. C'est un médiateur qui dit « ok, c'est quoi le besoin quand tu fais ça? C'est quoi la stratégie? Qu'est-ce qui se passerait si tu ne faisais pas ce que tu fais, mangeuse de chocolat ?» Donc posez la question à votre part là. Qu'est-ce qui se passerait si, pour ceux qui ont la part boulémique, mangeuse de chocolat, pour ceux qui sont toxicomanes, qui aiment bien fumer des pétards ou boire de l'alcool, qu'est-ce qui se passerait si vous ne preniez pas votre béquille là? La bagarre, la bagarre en soi-même, et on tomberait dans la dépression. Ouais, possible que tu tombes sur de la dépression, possible que tu tombes sur la mélancolie. Pour ceux qui mangent du chocolat pour se remplir, ils vont tomber sur le vide. Et ce vide, c'est quoi? C'est un bout de chou qui est à l'intérieur de notre cœur. Qui désespérément est enfermé dans un placard depuis notre enfance et qui est protégé par Madame Chocolat, quoi. Ou Madame Toxicomanie, ou Madame Boulémie, ou Madame je scrolle sur Facebook jusqu'à pas d'heure et je fuis. J'essaie de remplir ma vie pour qu'il n'y ait pas un moment de vide. Et donc ça, on appelle ça la conscience, le soi. Dans la vision de Richard Schwartz, pour lui, ça c'est Dieu. Et c'est Dieu qui s'incarne en nous. Et Dieu, il est qu'amour, il est que présence, patience, humilité, il n'a pas d'agenda, il est avec ce qui est. Donc à chaque fois que tu observes les parts de toi et que tu as envie d'être quelque part, c'est que c'est une autre part de toi qui a pris le contrôle, pas la conscience. C'est un repère, ça, c'est la conscience, le self n'a pas d'agenda. Il est partout où ça doit être. Imaginez un peu comme un reporter photo qui se passionne de nature et qui va dans les forêts. Et donc tantôt, pof, il voit un chevreuil, le chevreuil il tourne à droite, il fait OK, à droite. Il tourne à gauche, OK, à gauche. Il va dans le canyon, OK, canyon. Il va vers le lac, OK, le lac. Il n'essaye pas d'emmener le truc quelque part. Il essaye d'être avec ce qui est. Par contre, le self, ce qu'il va avoir comme intention, en fait, c'est l'apaisement. C'est l'équilibre, c'est la justesse, la justice. Et il va faire ça avec une grande humilité.
Donc le but, en fait, ça va être d'aller vers nos parts gardiennes avec cette conscience. Souvent, on a besoin d'un thérapeute pour ça, parce que c'est un peu comme le goût des fraises. Quand on n'a jamais goûté l'empathie, quand on n'a jamais goûté une présence et une qualité profonde, on a du mal à l'imaginer, en fait, et on ne peut pas essayer d'incarner ça. Vous aurez beau essayer de donner du sens, de dire c'est une part en moi qui serait un peu comme Gandhi, comme Nelson Mandela, mais vous le connaissiez, enfin vous l'avez, et si vous ne savez même pas qui je parle, vous n'allez pas pouvoir vous imaginer quelque chose que vous n'avez jamais goûté. Donc là, dans ces cas-là, il faut absolument aller faire un stage, aller voir un thérapeute pour que votre thérapeute vous fasse goûter à cette qualité de conscience. Moi, je vais juste vous donner une expérience. Mon premier thérapeute, c'était Jean Naïmana. J'arrive dans un stage où mon comportement, en fait, insupporte une dame. Donc quand il demande à la dame comment tu te sens, la dame, elle dit moi j'ai envie de partir, j'ai l'impression que je vais me faire chier dans ce stage. Il lui dit ok, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as payé 150 balles pour faire le stage, pourquoi tu as envie de partir? C'est tout, c'est ce genre de stage. Puis il lui tire les verres du nez jusqu'à ce qu'ils disent c'est lui, en fait, il me saoule, il me rappelle mon grand frère et j'ai pas envie de côtoyer des gens comme ça. Le tour de parole continue, ça arrive à moi, comment tu te sens? Mal. Ok, qu'est-ce qui se passe en toi? Depuis tout petit, on me juge, on me dit que je suis nul, que je suis une merde, que je suis pas comme il faut. Et moi, j'ai envie de dire, mais vous qui pissez, qui chiez dans l'eau potable, qui exploitez le tiers-monde à chaque fois que vous dépensez 1 euro, qui prenez l'avion pour venir faire des stages, ça c'était pour le formateur, qui prenait l'avion pour venir faire des stages. On était en pleine guerre d'Irak, vous savez, le pétrole, tout ça. Je tire un shoot à toute la salle. Je fais un rafale de jugement et tout le monde pouvait se sentir, parce que tout le monde pisse, chie dans l'eau potable en général, tout le monde va au supermarché. Enfin bref, je fais une rafale et il y a ma part gardienne, You Talking to Me, qui commence à j'aurais été prêt à me lever, tu vois, ou à me barrer et à dire qu'est-ce que je fous là moi aussi. Et là, Jean, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Franck, de ce que j'entends, ce que tu dis, depuis tout petit, on me juge. On me dit, t'es nul, t'es pas comme il faut. Et toi, tu dis, mais qui vous êtes pour me juger? Vous qui faites pipi caca dans l'eau potable, qui exploitez le tiers-monde, qui achetez du pétrole alors que ça fait des guerres en Irak, alors que toi, tu fais l'effort d'avoir une vie écologique. Tu te dis, mais qui vous êtes pour me juger? C'est bien ça? Et là, je fais, ouais, mot pour mot. Et il se retourne vers le groupe, il fait, vous vous rendez compte du courage qu'il faut pour faire ça? Il vient de tirer un shoot à tout le monde, là, vous vous rendez compte de le... Il me dit, mais Franck, il y a un truc qui me perturbe, c'est que tu dis, depuis tout petit, on me dit que je suis nul, je suis pas comme il faut. Qui dit ça? Je fais, elle. Il fait, non, elle a dit qu'elle aime pas ton comportement parce que ça rappelle le comportement de son grand frère. Donc, qui dit, Franck, tu es nul? Et je lui dis, c'est la société, c'est tout le monde. Il fait, non, c'est pas la société qui t'a dit que t'étais nul. Hein. Ça n'existe pas, la société. C'est une personne. Donc maintenant, tu me réponds. Qui dit, Franck, tu es nul? Et là, je régresse et je me vois sur mon pupitre en train de me concentrer désespérément sur un exercice de maths. Et ma mère qui me colle une claque par derrière en disant « Mais concentre-toi, bougre de con !» Et ensuite, je vois la maîtresse qui fait « Natier, bougre d'imbécile !» et qui m'humilie au tableau, quoi, parce que je fais des fautes d'orthographe. Et là, je m'effondre en larmes. Puis il me fait remplir toute une fiche d'exercices de blessure intérieure. C'est qui, c'est quoi, ça m'a fait quoi, j'aurais eu besoin de quoi. Maintenant, dans ma vie présente, qu'est-ce que je dirais à cette personne? Est-ce que c'est juste ce qu'elle a fait? Enfin, bref. Et pour la première fois, je goûte je sors mon dragon et il est accueilli comme un beau dragon. Et ça, c'était la première fois de ma vie. Toute ma vie, quand je me suis mis en colère, que j'ai balancé le dragon sur quelqu'un, ce que j'ai pris, c'est un retour de flamme ou alors des gens terrorisés qui partaient. Et là, pour la première fois, je vois un type qui accueille ça, qui fait « Waouh, vous avez vu le dragon? Chapeau, hein !» Et donc, j'ai vu aussi des gens qui s'effondraient en larmes, qui étaient désespérés, en fait. Et très souvent, quand on a une personne qui est désespérée face à nous, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? À essayer de lui remonter le moral. Et pas de dire ce que j'entends, c'est que tu es désespéré. Là, tu arrives au bout de ta vie, et en fait, ça n'a plus de sens. C'est bien ça. On a du mal à être avec ce qui est, en fait. On a du mal à suivre le chevreuil, il est à droite, il est à gauche, il s'énerve, il est calme, il est triste, et on est avec ce qui est. Donc l'essence de la guérison, c'est ça. Et au début, on va voir un thérapeute qui va nous faire goûter à ça, et ensuite, on va l'avoir appris, et on va pouvoir offrir ça à nos parts. Et on va pouvoir regarder avec bienveillance nos parts qui sont colériques, qui sont soumises,
Donc les parts soumises, elles nous amènent à vivre la perversion narcissique, par exemple, des expériences où nos parts colériques, elles nous amènent à vivre des fois la prison, où nos conjoints, nos enfants qui portent plainte. Vous voyez, je sais plus, il y a Brad Pitt là, qui est en procès parce qu'il frappait ses mômes, qui frappait Angelina Jolie. Et lui, sa part violente, en fait, il doit pas avoir un grand amour pour elle. Et si il s'aperçoit, ah mais en fait, ma part violente, depuis tout petit, elle me protège de quoi ? Ben, elle me protégeait de papa, et puis du grand frère. Et qu'en fait, c'est pas injuste, c'est juste maladroit. Et que la part protectrice, si vous voulez qu'elle vous montre la part blessée qu'il y a derrière, ce serait peut-être bien qu'elle soit reconnue comme une héroïne, plutôt que comme une saloperie. Vous voyez, les super-héros là, qu'on a à la télé, là, les Hulk, les machins. Si Hulk, tu viens le voir en lui disant « Ouais, en fait, t'es un gros connard aigri, violent et dépressif, et du coup, tu casses tout à chaque fois que tu pètes un câble. C'est ça, ton job ?» Bah, Hulk, il va pas du tout avoir envie de rentrer en résonance avec toi. Maintenant, si tu lui dis « Oh, mais quelle montagne de muscles et tout ce que tu peux détruire, mais moi, ça me fait peur, en fait, tu vois. Et du coup, c'est quoi que tu essayes de protéger ?» Et là, Hulk, il va te dire, ben, l'injustice. Hulk, il se met toujours en colère, il devient tout vert quand il voit une injustice. En fait, il sort de ses gonds, quoi. Et si on veut accéder à nos parts gardiennes, il faut déjà qu'on commence par avoir de la bienveillance pour toutes nos maladresses, en fait. Je ne sais pas si ça vous parle. Et si vous avez en vous une facilité, en fait, à regarder vos travers, ben comme des parts de vous innocentes qui cherchent désespérément à combler vos besoins. Oui, non? Oui. C'est pas un oui très... Donc, le fait de mettre du self dans sa vie, ça va nous permettre de pouvoir aller faire une enquête. Et c'est comme si on allait vers la connaissance de notre village intérieur ou de notre famille intérieure. Donc, vous imaginez qu'à l'intérieur de vous, il y a plein de monde, et que tout ça, c'est un beau conflit, parce que les parts, elles font des coalitions. Vous savez, un peu comme dans un village. En général, le maire, il va bien s'entendre avec le gendarme, avec le garde champêtre, avec le châtelain, avec le cantonnier qui nettoie tout, machin. Mais ils ne vont pas trop s'entendre avec l'alcoolique du fond qui a tendance à prendre sa tronçonneuse et à couper les arbres au bord de la route pour faire du bois de chauffage, sans autorisation de tout le monde. Et qu'il va y avoir des gens qui vont être exclus dans le village et qui vont être rejetés des fois depuis de nombreuses années. Ils ne seront pas forcément OK non plus avec les petits mômes qui sont cachés dans les buissons, terrorisés, parce qu'en fait, ils ne savent même pas qu'ils existent. Et comment on pourrait avoir un espèce de Gandhi, un Nelson Mandela, une Mère Teresa, qui arriverait dans ce village et qui arriverait à créer un banquet où on dirait « Mais même toi qui es terrorisé dans les buissons, moi j'aimerais que tu sois là. Que même toi qui es rejeté et qui est colérique et qui est dans ta cabane dans le fin fond parce que plus personne ne veut te voir dans le village, eh ben, j'aimerais que tu viennes et que tu puisses te sentir en sécurité. Et vous, là, le gendarme, le maire et tout ça, je sais que vous êtes là pour garder la sécurité du village et pour qu'il y ait de l'ordre, mais c'est pas toujours adroit. Vous pourriez mettre vos jugements de côté pour qu'en fait, on puisse aller voir ces parts, parce qu'en fait, ça va pas les guérir de continuer à faire ce que vous faites. Et autant je reconnais, vous êtes nécessaire, mais la façon dont vous vous y prenez, c'est pas toujours juste. Donc vous pouvez vous mettre de côté pour que moi, donc le self, ce sage, puisse aller communiquer avec tous ces petits bouts. Et jusqu'au moment où on arrive à une espèce de réconciliation dans le village, et où tout le monde pleure, et où enfin l'oncle rejeté du fin fond qui est alcoolique, qui vit dans son cabanon, se dit « Mais merde, mais moi quand j'étais petit comme lui, là, c'est ça qui m'est arrivé, et c'est pour ça que j'ai tout cassé à un moment, et puis vous m'avez rejeté, et ça a fait qu'aggraver le truc. » Et jusqu'au moment où il y a un truc qui s'apaise, et qui fait que quand on vit quelque chose dans notre vie, une situation émotionnelle X ou Y, que ce soit on s'engueule avec notre conjoint ou on a une tension au travail avec une autre personne, là on aurait tendance à se juger, on va plutôt observer, on va dire tiens, il y a une part de moi qui est touchée, je me sens un peu secoué par ce qui vient d'être dit. C'était quoi mon besoin, c'était quoi mon intention en faisant ça en fait? Je voulais aller où en faisant ça? Comment je pourrais arriver à ramener du juste là dans ce qui se passe, en reconnaissant que l'autre ce qu'il fait, c'est maladroit, et en reconnaissant que moi aussi, c'est certainement maladroit. Et de plus dire, il y a un gros con quelque part, et moi je suis la victime de ce gros con.
Et donc le processus de guérison de blessures antérieures, le jeu, on peut y jouer de plein de façons. Soit vous pouvez commencer par feuilleter les blessures intérieures et sortir celles qui vous parlent, de dire ouais ça le deuil, ça quelque chose, rien que de voir la carte, j'ai la gorge serrée, ouais l'humiliation, le viol. Et il y a des exercices spécifiques dans le livre sur chaque blessure. Soit ce que vous pouvez faire, c'est aller feuilleter toutes les parts gardiennes. Et vous les sortez et vous sortez celles qui vous parlent le plus de vous. Si vous êtes plutôt quelqu'un d'agressif, plutôt de fuyant, plutôt de soumis, il va y avoir des parts qui vont vraiment vous parler de vous, vous dire ouais c'est tout à fait moi. La surmenée par exemple avec le perfectionniste. Et ça va être de faire une enquête et d'aller leur demander qu'est-ce que tu veux pour moi. Vous voyez la surmenée, quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu souhaites pour moi, elle souhaite qu'il n'y ait pas de vide. Et qu'est-ce qui se passerait, donc deuxième question, qu'est-ce qui se passerait si tu faisais pas ton job? Eh ben ça ferait. Je me sentirais, mais... Et là je me vois un dimanche après-midi en banlieue parisienne en train de marcher sur les bords des rails du RER. Mon meilleur pote et mon seul pote est parti en vacances. J'ai rien à faire mais je m'ennuie à mourir. Et il y a la chanson de, comment il s'appelait, Alain Souchon, « Allô maman, bobo » qui tourne quoi. C'est ça qui est la ressortie, la part, en fait, quand je lui ai posé la question. C'est ça qui est dingue, c'est que nos parts, en plus, c'est vraiment des bouts de nous, qui ont leur propre raison d'être, qui ont leurs propres croyances, qui ont leurs propres émotions, et vraiment des bouts de notre personnalité, en fait. Et si vous leur posez des questions, elles vont vous répondre avec l'intelligence de l'époque, avec les croyances de l'époque. Et la finalité de la guérison, en fait, c'est d'arriver à décharger les parts, sachant qu'elles vont avoir des fardeaux différents entre si c'est des parts blessées et des parts gardiennes. Les parts blessées, elles ont des fardeaux émotionnels. Très souvent, chez les petites filles qui n'avaient pas le droit de se mettre en colère, mais qui avaient le droit de pleurer, la charge émotionnelle, c'est de la colère, une haine, une fureur qui n'a jamais été accueillie par les hommes, par papa, par la société, c'était sois belle et tais-toi et pleurniche si t'es pas contente quoi. Nous pour les hommes très souvent il y avait pleurniche pas, t'es pas une femme. Donc nous très souvent il y a une tristesse et une faiblesse, une fragilité en fait qui n'a jamais été accueillie. Donc ça va être soit de la tristesse, de la mélancolie, soit de la colère, de la fureur qu'il va y avoir dans ces petits bouts de chou. Il va falloir accueillir. Et un peu comme un bébé, quand il hurle parce qu'il a mal, tu le prends dans les bras et à un moment il va s'arrêter d'hurler. À un moment il aura moins mal. Et à un moment il va s'endormir dans tes bras. Et tu vas t'apercevoir que plus tu lui donneras de l'amour et de l'attention, et moins il va hurler comme un cochon qu'on égorge. Mais que plus tu le rejettes, et plus il crie de loin, et il va développer tout un tas de stratégies jusqu'au cancer pour arriver à te dire mais ta vie là, il y a quelque chose qu'il faut que ça change en fait. La majorité de nos maladies en fait sont l'expression de souffrances émotionnelles et de souffrances psychiques qui viennent de notre enfance. En plus de décharger leurs émotions, il va falloir décharger leurs croyances fausses. Vous voyez, derrière le petit nul qui était en moi, il y avait mais t'es nul, t'y arriveras pas, t'es nul en fait. Et quand j'ai dit mais attends, mais maintenant il y a des gens qui se déplacent de toute la France pour venir dans tes stages, t'as fait un jeu super, alors que t'es dyslexique, t'as écrit une encyclopédie sur la permaculture, tu crois vraiment que t'es nul mon petit bout de chou là? Parce que je te dis, tout le monde te dit l'inverse là. Et là le petit bout de chou il a fait ah ouais, ah c'est vrai, c'est pas faux. Et quand je lui ai demandé, ok, qu'est-ce que tu voudrais faire, parce qu'il était piégé dans sa scène du passé, vous voyez, il continuait à cavaler au bord de ses rails de chemin de fer, et il était un peu comme inconsolable en fait. Et quand je lui ai dit, qu'est-ce que tu voudrais faire comme rituel pour pouvoir sortir de ce passé, pour que tu viennes me rejoindre dans le futur, enfin en tout cas dans le présent. Et donc en général en IFS on va lui proposer de jeter les cendres au vent, de les jeter à la mer, de les composter pour ceux qui sont un peu plus jardiniers. Donc je lui ai proposé le compostage, puis il y a le feu. Et là, je lui ai parlé direct, parce que j'avais vu le film Les petits écoliers, là, comment ça s'appelle, avec Gérard Jugnot, là. Les choristes, vous savez, à un moment, il y a le méchant là, qui crame le collège. Bon, ben moi j'ai cramé le collège dans mon enfance, en rêverie, en sophrologie, dans ma tête. Je me suis vu en train de cramer tout ce passé. Je cramais la banlieue parisienne, c'était fini les HLM. Et quand je lui ai dit, ok, où est-ce que tu voudrais être avec moi? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse de ma vie pour que tu sois heureux? Et il m'a dit, j'aimerais qu'on aille dans les îles. Alors là, il m'a pas récolo qui disait, oui, mais au niveau taxe carbone, l'avion... Et en fait, la guérison, c'est ça, c'est retrouver ce compromis où on va retrouver la joie de vivre, où on va faire des choses que des fois on s'est interdit, qu'on s'est empêché de faire.
Donc ensuite, il a fallu que je revienne vers mes parts protectrices. Donc derrière la part protectrice qui cachait la fureur et qui cachait la mélancolie et la tristesse, il y avait par exemple la part toxicomane. Quand j'ai dit à la part toxicomane, est-ce que ça marche ton job là? Est-ce que ça marche bien de fumer des pétards pour apaiser le système? Moyen quand même, quand tu te lèves avec les yeux comme ça, pour ton estime de toi, et puis avec toutes les conneries que tu fais derrière, parce que t'es pas très présent, parce que t'as pas trop de mémoire. Donc non, ça marche moyen quoi. Ok, mais qu'est-ce que tu voudrais faire pour continuer à apporter de la douceur, mais d'une autre manière? Elle dit, en fait, il faudrait que tu fasses plus de yoga, plus de sport, plus d'automassage, que tu te couches le soir avec une bouillotte, que tu t'écoutes plus, en fait, pour amener cette douceur, en fait, que... Et donc, si je résume, les parts blessées, en fait, elles ont des fardeaux émotionnels et des croyances fausses. Et les parts gardiennes, elles ont des fardeaux de responsabilité, elles ont des jobs qui les emmerdent, en fait. En tout cas, la façon dont elles le font, elles savent très bien que ce n'est pas très, très efficace, puis ça crée le conflit entre les parts. Donc c'est d'arriver à trouver une médiation de comment on pourrait combler ce besoin, mais plus comme on le faisait avant. Un besoin qui comblerait les besoins de chaque côté. Et ça, souvent, ça demande de la créativité et la croyance que c'est possible. Vous voyez, entre la part de moi qui a envie de faire du trek et de maintenant me dépenser, et la part de moi qui a envie de me reposer et de rien faire, comment je trouve le juste milieu entre les deux? Vous savez comment ça s'appelle? La Corse. T'as la montagne, tu vas faire un petit trek, puis dès que t'as un lot d'eau, plage. Et donc il y a toujours la créativité, elle peut toujours nous amener, et c'est illimité la créativité. Si ça n'existe pas, il n'y a qu'à le créer. Et en plus, il y a déjà plein de trucs qui existent. Donc voilà, la finalité, en fait, c'est d'arriver à apaiser notre système et à trouver une médiation pour arriver à combler tous nos besoins fondamentaux. Et qu'en tant que papa, on puisse bien jouer notre rôle de père, mais sans être un tyran. En tant que maman, on puisse bien jouer notre rôle de maman, mais sans être une tyran ou sans se faire envahir. Comment on peut arriver à nos enfants... Il me reste combien de temps, là? C'est déjà dépassé. D'accord.